Bonjour, ce podcast concerne le cours sur le comportement mécanique d'un système. Nous verrons dans cette première petite vidéo la présentation de ce cours, ce qu'est une action mécanique, première approche, et comment fait-on un bilan des actions mécaniques extérieures. Nous allons prendre cette première figure à l'envers. Nous avons besoin de dimensionner des pièces d'un système réel. Ou bien nous avons besoin de choisir les caractéristiques d'un composant, un moteur, un vérin, une boîte de vitesse, une courroie, pour un système réel. Nous allons donc procéder à l'inverse. Si nous voulons choisir un moteur, il nous faut caractériser dans quelle situation nous sommes. Est-ce que nous sommes en statique? Est-ce que nous sommes en dynamique? Il va nous falloir modéliser les actions mécaniques qui s'exercent, de manière à faire un calcul et pouvoir définir ce qu'il faudra sur le système réel. Même chose pour un dimensionnement de pièces, mais nous aurons une étape intermédiaire supplémentaire qui nous fera passer par la résistance des matériaux et les lois qui régissent ce domaine-là. Donc si nous cherchons le comportement mécanique d'un système, c'est pour, dans le système réel, faire un choix soit de dimensionnement de pièces et de résistance, soit un choix de composants. Alors, qu'est-ce qu'une action mécanique? C'est la première question qu'on va pouvoir se poser. Les actions mécaniques, il y en a partout autour de nous. C'est toute cause physique capable de maintenir un corps immobile, en équilibre, donc immobile qui ne bouge pas, de créer ou de modifier son mouvement, ou même de le déformer. Donc quatre petits dessins pour montrer un petit peu ce qui peut arriver. Vous le tenez en équilibre, vous le déformez, vous le mettez en mouvement. Conclusion, des actions mécaniques, il y en a partout autour de nous. On ne les voit pas, mais on les ressent. Si vous prenez un choc, vous sentez quelque chose, c'est une action mécanique. Vous vous rendez bien compte que si je coupe deux ou trois câbles de ce pont, il va se passer quelque chose. Quand vous faites une accélération sur une moto brutalement, vous sentez quelque chose. Quand vous prenez un coup, vous sentez quelque chose. Quand vous sautez en parachute, il y a un moment le déploiement du parachute, vous sentez quelque chose. Une action mécanique, vous la ressentez physiquement. Donc pour rentrer un peu dans le détail, une action mécanique est composée de deux éléments. Elle est composée d'une force. Une force tente à provoquer ou empêcher une translation. Et un moment où ce qu'on appelle aussi un couple tente à provoquer ou empêcher une rotation. Donc, dans ce que vous ressentez à un endroit donné, donc quand je prends bien l'exemple avec la croix bleue, à un endroit donné, est-ce que je sens uniquement que à cet endroit-là, on tente à me faire translater, et donc j'essaie de l'empêcher? C'est ce qui se passe ici. Le panneau a tendance à vouloir descendre verticalement. Moi, je l'empêche de descendre verticalement, et donc je reçois bien, j'exerce bien une force. Par contre, si maintenant on se met de ce côté-là, et considérant que la personne exerce sur la croix de démontage la même force de chaque côté, ici je ne reçois qu'un couple. J'ai uniquement tendance à avoir la clé qui tente à tourner sur elle-même. Ça, c'est un couple, à un moment. Pour représenter cette action mécanique, on va utiliser un outil mathématique qu'on appelle le vecteur. Une simple flèche pour les forces, une double flèche pour le moment. Alors, la double flèche pour le moment, le vecteur moment, il est porté par l'axe de rotation. Donc quand on est en 3 dimensions, pas de souci, faire une flèche en 3D, ça pose pas de problème. Le problème, c'est quand on est en 2 dimensions et que le vecteur vient vers vous. Donc dans ce cas-là, on acceptera de faire une flèche arrondie pour expliquer que ça tourne dans ce sens-là. Attention, une action mécanique est caractérisée par son point d'application, sa direction, son sens, sa norme, ou ce qu'on appelle aussi son intensité, aussi bien pour la composante force que pour la composante moment. Seule unité change. Une force s'exprime en newton, un moment s'exprime en newton-mètre. Comme on va modéliser une force ou un moment par un vecteur, rappelez-vous un petit peu de vos connaissances sur les vecteurs. Comme l'action mécanique est composée de deux éléments, une force, un moment, on va écrire ça sous forme d'un torseur. Dans le torseur, la première colonne correspond à la force, la deuxième colonne correspond au moment. Composante X, composante Y, composante Z de la force. Composante L, composante M, composante N du moment. Pour savoir à quel endroit on a écrit l'action mécanique, on précise devant l'accolade
le point d'application. Comme on écrit des composantes, il faut un vecteur, donc on précisera après l'accolade le repère choisi. Et donc je me retrouve ici avec l'action mécanique de 2 sur 1, qui dans le premier cas ne serait formée que d'une force. Dans le deuxième cas ne serait formée que d'un moment. Et vous retrouvez après ça les composantes de la force, ou bien les composantes de moment, suivant le cas. Mais on peut très bien imaginer qu'à un point donné, on a une action mécanique composée d'une force et d'un moment, et dans ces cas-là, l'écriture que vous avez ici comportera donc 6 composantes. Dernier petit rappel, la norme d'un vecteur, qui correspond à sa longueur, qui correspond pour une force à sa longueur en newton, et pour un moment sa longueur en newton-mètre, je vous rappelle que c'est la racine carrée de la somme du carré des composantes. Passons maintenant au BAM. Donc, je saute tout ça, nous y reviendrons plus tard. Le BAM, bilan des actions mécaniques extérieures. Pour faire un BAM, il faut commencer par isoler ce qu'on appelle un système matériel. Qu'est-ce que c'est qu'un système matériel? Un système matériel peut être constitué d'une pièce, d'un ensemble de pièces, d'une partie de pièces, d'un fluide, etc. Donc, dans le système matériel, dans la frontière que l'on va tracer, on peut imaginer plein de choses possibles. Une pièce, un ensemble de pièces, une morceau de pièces, un fluide, etc. Qu'est-ce que j'appelle isoler? Isoler, c'est commencer par définir clairement la frontière du système étudié. Il faut vraiment imaginer que vous faites une bulle dans laquelle vous enfermez une partie du mécanisme. À partir du moment où vous aurez défini ça, vous devez l'écrire. J'isole cette partie-là. Vous devez redessiner le contour du système matériel au minimum. De façon plus précise, par exemple, ces différentes pièces, pour faire apparaître approximativement les différentes pièces. Vous devez indiquer par une croix et une lettre le centre d'application de l'action mécanique. L'endroit où il y a le contact, pour une action mécanique de contact, l'endroit du centre de gravité, si l'action mécanique a distance type pesanteur. Et après ça, je vais vous demander d'indiquer les actions mécaniques par des vecteurs. Et donc, pour cette notation, nous allons prendre une convention. La convention qui est la suivante. Donc, une force, comme nous avons dit précédemment, une simple flèche, un moment, une double flèche. Pour exprimer que la force, on connaît sa norme, on fera une flèche en continu. Quand on ne connaît pas sa norme, on fera une flèche en pointillé. Quand on connaît sa direction, on fera une flèche dans la bonne direction, dans le bon sens. Quand on ne connaît pas la direction, on fera une flèche brisée, ce que je pourrais appeler un éclair. Là, ici, avec une norme connue, ici, avec une norme inconnue. Et après ça, pour faire un bilan, on indiquera donc le nom de la force. Je vous rappelle que c'est la force B. La force au point B, c'est la force B. On commence par nommer l'élément extérieur qui s'applique sur l'élément qu'on a isolé. Donc là, 22 est extérieur au système isolé et 8 fait partie du système isolé. Quand on connaît sa norme, on indique en dessous sa norme. Quand on ne connaît pas sa norme, on mettra un point d'interrogation. Quand on connaît sa norme, mais qu'on ne connaît pas la direction, on mettra donc pareil un point d'interrogation, une inconnue. Et quand on ne connaît ni la norme, ni la direction, on mettra 2 points d'interrogation, sous-entendu que l'on a 2 inconnus. Même chose pour le moment. Et puis, une fois que ceci est terminé, vous n'avez plus qu'à compter le nombre d'inconnus que vous avez. Vous faites ce qu'on appelle le bilan des inconnus. Je vais mettre très souvent NI égale 1, 2, 3, 4, 5, suivant ce que vous avez trouvé comme isolement. On arrive donc à la démarche. Résoudre un système, c'est lire les hypothèses d'étude. Le problème est plan, les points négligés, il y a un axe de symétrie. Recherchez les données du problème, donc lisez bien l'énoncé, prenez bien toutes les dimensions que vous avez, toutes les informations que vous avez, lisez aussi le dossier technique. Et enfin, définissez votre frontière d'étude, isolez le système matériel que vous avez choisi, reportez, comme présenté au-dessus, toutes les actions mécaniques, et calculez le nombre d'inconnus, faites le bilan. 2 solutions s'offrent à vous. Vous avez un système qui est plan. Vous faites une étude en 2 dimensions. Si le nombre d'inconnus est inférieur ou égal à 3, vous allez pouvoir résoudre. Si par contre vous êtes dans un système spatial, 3 dimensions, si le nombre d'inconnus est inférieur ou égal à 6, vous allez pouvoir résoudre. Si ce n'est pas le cas, en général, c'est que vous avez fait une erreur dans votre isolement. Vous avez oublié quelque chose, ou vous avez une donnée que vous n'avez pas trouvée.
Quand on arrive à la partie résolution, deux solutions s'offrent à vous. Une résolution analytique, nous verrons ça un petit peu plus tard, nous utiliserons les systèmes 3 équations, 3 inconnues, 6 équations, 6 inconnues, ou l'autre solution est une résolution informatique. Nous disposons de différents petits logiciels qui permettent de faire des résolutions. Une fois que la résolution est obtenue, vous devez absolument faire ce que j'appelle la conclusion. La conclusion, ça correspond à quoi? C'est redessiner le système matériel que vous avez isolé au départ, et vous allez reporter dessus maintenant toutes les actions mécaniques que vous connaissez. Comme très souvent, comme vous pouvez tout résoudre, vous allez donc trouver toutes les actions mécaniques. Je veux que vous les reportiez sur une figure finale qui présente toutes les actions mécaniques, leur direction, leurs normes, etc. Je vous remercie.